Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchard qui vous souhaite la bienvenue, toujours en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va parler de sujets qui n'ont absolument aucun rapport entre eux. Moi, je vais vous parler de la chute, de la fin de la dernière cité maya indépendante. C'était Tayasal, c'était le village d'Astérix des Mayas, puisqu'elle est tombée 171 ans après la conquête de tout le reste du pays maya par les Espagnols. Et toi, tu vas nous parler d'un projet Pluto, l'avion nucléaire américain, une horreur de la guerre froide. Alors, de qu'est-ce que c'est? Comme tu me mentionnais au début, je dois avouer que je fais des recherches souvent avec des mots-clés. OK? Pluto en était une. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait eu des projets qui avaient porté ce nom-là. Comme tu me faisais remarquer avant l'émission, ça fait sans doute référence à Pluton, qui était le dieu des enfers. Hein? Ça serait beaucoup plus approprié. Le premier projet sur lequel j'ai trébuché, c'était l'acronyme de Pipeline Under the Ocean. PLUTO. Donc, à la veille de l'invasion en Normandie, les stratèges alliés avaient prévu beaucoup d'infrastructures parce que c'est bien de débarquer des soldats sur un nouveau continent, mais par contre, il va falloir les approvisionner. D'ailleurs, la plupart du temps, les échecs militaires étaient dus avec des difficultés d'approvisionnement. Alors, on avait conçu différents systèmes, entre autres ce qu'ils appelaient des mulberries, qui étaient des îlots de béton flottables qui ont traversé la Manche, qui ont été enfoncés à des endroits pour faire, par exemple, des quais d'accostage et qui allaient recevoir des pipelines. Ces pipelines-là n'existaient pas à l'époque et ont dû être développés à partir de 1942. Ce qui est étonnant avec ça, c'est qu'il y avait la compagnie Anglo-Iranian Oil Company, qui est devenue plus tard la British Petroleum, qu'on a connue, nous autres, ici en Amérique, sous le nom de BP, et aussi un autre qui était la Iraqi and Burma Oil, mais c'était vraiment des compagnies britanniques, bien que les noms soient du Moyen-Orient. C'est un peu surprenant, mais on voyait déjà le commerce du pétrole, c'était très, très, très important, et puis d'ailleurs, ça l'est encore comme jamais aujourd'hui. Alors, il y a deux types d'oléoducs qui ont été conçus. C'était fondamentalement des gros tuyaux énormes qui étaient fabriqués avec du plomb durci, je ne sais pas c'est quoi exactement, et d'autres alliages d'acier. Parce que là, on parle de canalisations métalliques qui vont être déroulées pour traverser l'océan. En fait, le bras de mer qui est entre la France et l'Angleterre qui porte le nom de Manche, là. Et puis, on a installé en tout et pour tout 17 de ces pipelines-là. Et puis, ça a été testé auparavant en très grand secret en Angleterre. Les usines qui les ont fabriquées étaient maquillées en ferme. Les endroits où on a testé tout cet équipement, comme les stations de pompage, on a fait ça complètement que l'ennemi l'ignorait, que ces choses-là étaient en développement. On a commencé à déployer ça en 1944, et puis lorsqu'est arrivé 1945, en fait, le 18 mai, on avait déjà transféré 781 millions de litres d'essence. Ça a été reconnu comme un des grands succès d'ingénierie militaire. Donc, ça a été une grande part à contribuer à la victoire alliée contre le fascisme et puis les nazis, entre autres. Donc, ce premier terme-là, plutôt, c'est quand même une belle réussite. Maintenant, on va se retrouver dans les années 1950. On est au cœur de la guerre froide. Les stratégies nucléaires entre l'URSS et les États-Unis sont basées sur trois systèmes nucléaires. Le premier étant des missiles intercontinentaux. Et puis, bon, les premiers missiles de croisière, entre autres. La deuxième partie, celle qui a été le plus utilisée, ce sont des bombardiers stratégiques. D'ailleurs, on collaborait avec les Américains parce qu'à l'époque,
on passait au-dessus du Canada. Donc, si l'URSS attaquait les États-Unis ou vice-versa, on était pris dans le feu croisé. C'est l'époque où il y a eu la fameuse ligne Due, et voilà, Early Warning américains au nord, et qu'on est entré dans ce qu'on appelle NORAD. Mais la crainte à l'époque aussi, c'est que malgré ces cette triade de stratégies-là, que l'URSS, l'ennemi, puis développe un autre système qui serait plus dangereux encore, auquel les États-Unis n'auraient pas de réponse. Là, on est aussi à ce qu'on a appelé l'ère nucléaire, qui a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien, pourquoi pas employer l'énergie nucléaire pour la propulsion supersonique? Bien là, on va parler d'hypersonique, parce qu'on va utiliser le réacteur nucléaire pour chauffer l'air à l'intérieur d'un tuyau de poêle, ni plus ni moins, qui est un statoréacteur. Le statoréacteur, c'est un mode de propulsion qui n'a aucune pièce mobile. Donc, il est très, très efficace à haute vitesse et en altitude. Quoi de mieux pour chauffer l'air qu'un réacteur nucléaire là, qui va en fait utiliser la fission nucléaire pour produire, eux autres voulaient 50 mégawatts de puissance par réacteur, ce qui est énorme. Là. On parle d'un réacteur de l'ordre de ce qu'on a ici là, pour produire de l'énergie. Il va falloir le miniaturiser et puis fitter ça dans une carlingue d'avion. Mais là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un missile de croisière qui va rester en vol pendant des semaines, des mois, sinon des années. Parce que ce qui limite l'action de ces armes-là, c'est évidemment la quantité de carburant que ça va transporter, qui affecte directement la portée, puis aussi la vitesse. Le système SLAM, qui était prévu pour ça, devrait se déplacer à 3 et quelques fois la vitesse du son. On a déjà des appareils supersoniques qui utilisent du carburant, mais on va, dans le projet, mettre ni plus ni moins en orbite atmosphérique un missile de croisière qui va rester là le temps qu'il faut. Et il va transporter soit une ogive nucléaire, ce qui est déjà horrible, mais un chapelet aussi, jusqu'à 20 ogives par avion, si on veut. Et puis, non seulement il va être dangereux pour bombarder, mais une fois le réacteur critique, on ne peut plus l'approcher. Durant les tests qui ont été effectués pour vérifier les prototypes qui portaient le nom comme Tory 2C, puis Tory 2C, c'est le deuxième, Tory 2A qui a été le premier. Lui, il produisait là, 55 mégawatts. La prochaine version va produire 500 mégawatts. Donc là, on a un missile à très longue portée, très dangereux. Et puis, il est 3 fois dangereux. Parce qu'il transporte 20 ogives, entre autres, et puis là, il va les lâcher là, à basse altitude hypersonique. Ça veut dire qu'il va pondre des œufs, ni plus ni moins, qu'il va lâcher là, tout le long de sa trajectoire. Mais en plus de ça, la retombée radioactive générée par un réacteur critique va faire énormément de victimes en dessous de ce qui va passer. Le boom sonique, hypersonique, est capable de détruire des structures. Donc, on a là l'arme suprême de l'époque. Puis on a peur aussi que les Soviétiques développent la même chose. Exactement. Qu'est-ce que c'est qui a amené, ni plus ni moins, le développement de ça? Bien, ils prévoyaient déjà d'avoir des automobiles à propulsion nucléaire. Les avions étaient, comme on voit en design aussi, on avait déjà des sous-marins nucléaires qui étaient en opération. On prévoyait des grille-pains nucléaires, des machines à laver nucléaires, la maison atomique. C'est un rêve que nous autres, on a connu. Là. Tu nous as même déjà parlé qu'on pouvait gagner un petit réacteur qui fait nucléaire pour la maison en jouet. C'est un jouet, ben oui, le kit nucléaire, j'aurais donc aimé avoir ça, là, avec des isotopes. Tu avais un interféromètre et puis tu avais des compteurs GEA. On a juré que par le nucléaire à cette époque-là. D'ailleurs, il suffit de lire les romans de science-fiction de cette époque-là, ou les films de science-fiction, et tous machines perfectionnées, c'est atomique. On disait atomique plus que nucléaire dans le temps.
atomique, ça explique tout. L'air On peut atomique. tout faire avec ça, là. Mais on ne se rendait pas compte des horreurs de ça parce qu'on nous présentait le côté positif. Il faut dire que les années 60, c'était des années visionnaires. Hein? On avait plus d'audace qu'on en a aujourd'hui. De nos jours, politiquement parlant, c'est un grand projet qui s'amène. On va être paralysé financièrement. On va se heurter à des lois, des normes et des règlements. Ça va prendre des études. On n'avance pas. À l'époque, on fabriquait des avions nucléaires, on ne demandait pas personne. OK, c'est certain que l'audace, elle pouvait être très, très négative, comme dans ce sujet-là qui nous occupe. Et puis, là, pour tester ça, c'était déjà un problème. Parce que si on met en marche le réacteur qui atteint son état critique, personne ne peut en approcher. Donc, on a construit des endroits pour tester ça, un peu dans le genre zone 51, pour pouvoir avoir la pression d'air nécessaire pour pouvoir simuler les conditions hypersoniques, là, entre 3 et 4 Mach. On a dû utiliser des réservoirs géants sur des kilomètres pour avoir assez d'air pour pouvoir tester le réacteur pendant 5 minutes. Et ce qui est le plus épouvantable, c'est que le Tory 2A et le Tory 2C ont livré la marchandise. C'était quelque chose qui allait fonctionner. J'espère qu'on ne reverra pas renaître ces affaires-là. Non, parce que l'idée d'avoir des réacteurs nucléaires, c'est promener au-dessus de nos têtes en permanence. Exactement. Bien qu'à l'époque, les Américains, dans le test nucléaire, ont fait exploser des bombes dans la stratosphère. Effectivement. Et puis, je crois que aussi, l'Amérique du Nord a été saupoudrée à cette époque-là. On vivait dans la crainte du nucléaire, en même temps qu'on vivait dans l'espoir de voir une nouvelle vie qui était à sa base avec une source d'énergie qui est inépuisable. D'ailleurs, le Canada a été un des leaders dans cette technologie-là avec des réacteurs qui sont encore très actuels et puis qui permettaient justement ça, mais les conditions environnementales, les lois ont repris le dessus. Aujourd'hui, le nucléaire atomique, fission nucléaire, a été tassé, bien qu'on revoit maintenant des nouvelles technologies qui apparaissent là, au niveau de la fusion nucléaire. Oui, parce qu'il faut qu'on commence à réaliser que l'énergie nucléaire est une façon qui pourrait permettre de sortir du pétrole. Exactement, notamment. Mais on a toujours la crainte du déchet nucléaire. Oui, parce qu'on va prendre des matériaux qui sont déjà dans la croûte terrestre, mais on va les modifier, on va faire du plutonium qui n'est pas nécessairement là, puis ça va rester actif et radioactif pendant des millénaires. Non, on a pensé d'enterrer ça dans le sous-sol rocheux en Alberta, des puits énormes. On va remettre ça là, ça va rester... Maintenant, là, pour conclure, là, comment ça se fait qu'on n'a pas vécu cette chose-là? Dieu merci aux coupures de budget américains. OK? Parce que là, ça commençait à coûter cher, le développement de ça. Puis il y avait la course à l'espace aussi, parce que là, on pensait à l'armement à l'espace. Donc, au cours des années, les budgets ont été coupés, réduits, de sorte que finalement, le projet d'avion et missiles atomiques a été enterré carrément pour le dire, Dieu merci, on n'a pas eu à avoir au-dessus de nos têtes des avions pollueurs qui pondent des œufs et puis qui détruisent tout par un boom sonique. Alors, on s'en est sauvé. Alors, voilà. Donc, alors voilà, c'était vraiment quelque chose insolite. Une horreur, mais en même temps quelque chose d'insolite. Voilà. De projet qui aurait pu se faire, mais finalement ne s'est pas fait. On l'a échappé belle. Alors, moi, je vais vous parler de la fin de la dernière cité maya indépendante. Elle est un petit peu spéciale parce que c'est le village d'Astérix, littéralement, des Mayas. Vous savez, Astérix, on nous dit, toute la Gaule est conquise par les Romains, mais un petit village gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bien, Tayasal, c'est un peu ça. L'ensemble du pays maya, donc le Guatemala, le sud du Mexique, a été conquis par les Espagnols dans les années 1540. Sauf une cité, qui est Tayasal, qui se trouvait sur le lac sur une île sur le lac Petanitza, qui est au Guatemala, pas loin de la frontière avec le Belize, donc pays d'origine britannique. Et cette cité-là, elle a resté indépendante jusqu'en 1696, soit 171 ans plus longtemps que les autres cités mayas.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'était assez fascinant parce que c'est resté une espèce de conservatoire de tradition maya, cet endroit-là. Donc, les Mayas, comme on sait, c'est une civilisation extrêmement avancée. C'est un peuple, d'abord. Il faut arrêter de dire que c'est un peuple disparu, en passant. Là. Ils sont plusieurs millions encore. Et qui parlent leur langue, etc. Qui occupent donc le sud du Mexique, le Guatemala, puis un petit peu le Honduras. Donc, civilisation très importante en Amérique centrale, avec qui ont des cités, qui avaient une écriture, etc. Dans les années 1520, les conquistadors débarquent. Au Mexique, le conquistador Hernando Cortés va conquérir l'Empire aztèque, sans coup férir en 1520, 1518 à 1521, en fait, et ensuite va se lancer à la conquête du pays des Mayas. Ça va être pas mal plus long. En fait, parce que les Mayas ne forment pas un empire, toutes les cités sont indépendantes, il faut les conquérir une par une. Et c'est pas parce qu'il y en a une qui s'est rendue que l'autre se pense obligé de se rendre. Et c'est pas parce qu'on s'est rendu une fois que les Espagnols sont partis, on peut très bien décider qu'on devient indépendant. Donc, ça va aller aux années 1540 avant que l'ensemble du pays maya soit soumis aux conquérants espagnols. Et là, sauf la fameuse cité de Tayasal. Pourtant, Cortés a passé à Tayasal en 1525. Il s'est arrêté. La cité s'est soumise. Le roi de la cité, qui s'appelait Canek. D'ailleurs, ça aussi, c'est une caractéristique spéciale de la cité de Tayasal, parce que dans la plupart des cités mayas, à l'époque des années 1500, on avait un système qu'on appelait autorité collective, où c'était des espèces de conseils de prêtres et de généraux qui dirigeaient la cité. La monarchie était à peu près, à l'ancien mode, était disparue depuis 200-300 ans, sauf à Tayasal, où ils avaient encore un roi qui s'appelait Canek. C'était le nom du roi, c'est-à-dire que quand on devenait roi, on prenait ce nom-là. On ne disait pas le Canek un tel, comme on dirait le roi de François Ier, on s'appelle Canek, c'est tout. Le roi, c'est comme s'il n'y en avait rien qu'un, qui ne meurt pas. Donc, Canek va accepter de se rendre et de se soumettre à Cortés, mais aussitôt que Cortés est parti, on l'oublie. Sauf que Cortés a son cheval qui a été blessé dans une escarmouche et il va le laisser à Tayasal, en disant aux Mayas de s'en occuper. Pauvre cheval. Parce que les Mayas n'ont jamais vu ça, les chevaux. À l'époque, il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Ils ne savent pas ce que ça mange. Ils ne savent pas comment s'en occuper. Alors, résultat, on essaye de le nourrir avec de la viande et des fleurs. La pauvre bête va mourir assez rapidement. Et là, les gens de Tayasal vont avoir peur de possibles représailles. Alors, ils vont faire une statue au cheval et vont l'adorer sous le nom de, attendez, je veux dire ça, Yakchilkab, non, c'est pas celui-là, le Timenchak. Timenchak, le tapir, dieu de la pluie. Parce que le tapir, c'est l'animal qui ressemblait le plus qu'eux autres quadrupède, pourraient. Quadrupède, voilà. C'est le plus gros quadrupède en Amérique centrale. Donc, ils vont lui rendre un culte et l'élever au rang de divinité. Et Tayasal va être un peu oublié par la conquête espagnole, où, à un moment donné, la motivation des conquérants baisse parce qu'on ne trouve pas tant d'or que ça dans les cités mayas, notamment, puis c'était ça qu'ils cherchaient. Et ensuite, la politique espagnole va changer, et au lieu de chercher à soumettre les Indiens militairement, on va leur envoyer des missionnaires pour tenter de les convertir au catholicisme, en se disant qu'on en fera des meilleurs Espagnols si on en fait des catholiques. Alors, en 1618, donc quand même 80 ans plus tard, 2 missionnaires, les frères Fuensalida et Orbita, viennent visiter Tayasal pour tenter de convertir les Indiens, sans succès, surtout que lorsqu'ils arrivent dans le temple où se trouve la statue de Timenchak, donc le cheval de Hernando Cortés, ils sont horrifiés de voir ça, un cheval qui est adoré, alors ils détruisent la statue. Et ils ont juste le temps de se sauver de Tayasal avant de se faire lyncher. Donc, ça reste là pendant plusieurs années. Les différents Kaneks se succèdent. Entre-temps, les Espagnols ont converti la majorité des Mayas au catholicisme. On a détruit tous les manuscrits mayas qui étaient, comment dirais-je, vus comme des textes sacrilèges. C'est ça, des écrits diaboliques, etc. Donc, il n'y a plus personne qui sait lire l'écriture maya.
sauf à Tayasal. Là, elle est encore utilisée. C'est le dernier endroit où elle est encore utilisée à cette époque-là. Donc, les missionnaires, et là, il y a un dénommé Martin d'Ursua, gouverneur du Yucatan, qui est un gros marchand en même temps, un usurier, un individu pas très recommandable, en fait, mais qui, lui, il dit, il est temps d'en finir. Alors, vers la fin des années 1690, on dit on va tenter une attaque contre Tayasal, et dans la première bataille, il se fait battre, mais c'est pas grave. La raison pourquoi c'était difficile d'aller conquérir Tayasal, je l'ai dit, c'est une île sur un lac, mais en plus, pas oublier qu'après la conquête des Mayas, du pays Maya, comme partout en Amérique, il y a des épidémies qui ont frappé les populations amérindiennes. Et on parle de chute de population de 50 à 90 à certains endroits. Donc, quand la population tombe à cette vitesse-là, il y a un paquet d'infrastructures, un paquet de choses qui sont abandonnées, qui ne sont plus entretenues, et notamment les chemins. Et il n'y en avait pas beaucoup qui se rendaient déjà à Tayasal. Ils ont été complètement abandonnés. La forêt a repoussé. Alors, Tayasal est devenue une île sur un lac entouré de marécages, entouré de forêts, et il n'y a pas de chemin pour se rendre. Alors, Martin d'Ursua a le projet de construire une route pour se rendre jusqu'à Tayasal, pour pouvoir conquérir. Alors, c'est là, on est dans les années 1690, c'est là que un missionnaire, le père franciscain, le père Andrés de Avendaño y Loyola, va tenter d'aller convaincre le roi Canek de se rendre avant que les conquistadors arrivent avec l'idée, en essayant de lui dire, tu vas éviter un massacre. Avendaño est un érudit. Il a étudié tout ce qu'il a pu trouver sur les Mayas, et notamment un livre qui s'appelle « Les prophéties de Chilambalam », qui est un ouvrage rédigé en langue maya, pas longtemps après la conquête espagnole, en langue maya, mais en écriture latine. Donc, il comprend le texte. C'est ça. Donc, il peut comprendre le texte. Lui, il a appris la langue maya pour pouvoir prêcher chez eux. Ça a été écrit par un prêtre. Ça compile des prophéties qui concernent à la fois avant et après la conquête. Donc, il décide d'utiliser cet instrument-là. Alors, les prophéties sont subdivisées en fonction des cycles du calendrier maya, qu'on appelle des katuns. Alors, et dans ce qu'on appelle le troisième katun, le jugement, c'est écrit « Le christianisme entrera dans les grandes villes, dans les villes protégées, dans toutes les cités aux noms divers, dans toutes les petites villes sur l'étendue de notre province. » Alors, il espère utiliser ça pour convaincre le roi Canek qu'il n'y aura pas le choix de se rendre. Alors, il a étudié, et d'autres missionnaires avant lui avaient été reçus quand même assez bien. Il était venu après les deux imbéciles qui avaient détruit la statue. Là. Il y en est venu d'autres avec un peu plus de doigté. Ils n'ont pas fait de convertis, mais on les a laissés venir et repartir. En leur disant, c'est pas encore le temps. Parce qu'eux autres aussi avaient pensé. Les prophéties, c'est pas encore le temps. Lui, il essaie de les convaincre que c'est le temps. Alors, il va lui expliquer avec les prophéties, il va essayer de jouer avec ça pour convaincre le roi, qui, à un moment donné, va sembler fléchir. Alors, il va dire, d'accord, mais il dit, avant, tu vas baptiser un enfant devant moi. Au fond, il se doutait peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils nous font des mutilations? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette cérémonie-là? Alors, il a été rassuré quand il a vu comment est-ce qu'on faisait ça. Donc, il a décidé d'accepter d'être baptisé. Sauf qu'au moment où on devait procéder au baptême, il y a eu une émeute de chefs des dignitaires mayas qui ne pouvaient pas accepter que le roi se convertisse à une autre religion. Il faut savoir que chez les Mayas, le roi lui-même était un dieu. Donc, finalement, les pères vont partir bredouille. Et Martin d'Ursua va finir son chemin et aller attaquer la ville. Il va y avoir une escarmouche et les Mayas vont se disperser dans la jungle. Éventuellement, Canek va se rendre et va être baptisé. Il va accepter d'être baptisé. Et Martin d'Ursua, lui, va avoir des promotions, va devenir gouverneur du Yucatan, puis il va devenir éventuellement gouverneur des Philippines. Alors, ça va se passer, ça, en 1697, donc 172 ans après le début de la conquête. Et mais le nom Canek va rester un symbole de résistance, si on veut.
Et parmi les exemples, il va y avoir un soulèvement dans les années 1700 par un gars qui se fait diriger par un chef maya qui se fait appeler Jacinto Canec. Et les Mayas vont rester des grands, très respectueux de la chose écrite. Dans les années 1840, il va y avoir une grande révolte des Mayas au Yucatan et il va y avoir dirigé par des prophètes qui ont des livres écrits en langue maya pour expliquer des prophéties, etc. Et on va aujourd'hui, il y a encore des devins qui utilisent entre autres les prophéties de Chilam-Balam pour rédiger en caractère latin pour faire des prophéties. Et en 1987, au Guatemala, une archéologue, Linda Scheel, qui a travaillé à la traduction des caractères mayas, a eu une demande d'un maya qui s'appelle Martin Chaca-Cudza et a donné un séminaire sur l'écriture maya à un groupe d'Indiens mayas. Et après ça, pour la première fois depuis 1697, depuis la chute de Tayasal, il y a des mayas qui ont pu lire les écrits laissés par leurs ancêtres. Il n'en reste pas beaucoup de manuscrits mayas, il en reste 3. Mais il y a les temples mayas en ruine, c'est des livres de pierre. Ils sont couverts d'écritures qui racontent les événements politiques, etc. Alors donc, les Mayas ont pu reprendre contact avec leur culture grâce à cet archéologue. Et maintenant, il y a un programme là, de réenseigner l'enseignement maya. Comme je l'ai dit, le nom Canec, lui, est resté un symbole de résistance au Mexique. Révolte en 1761 par un dénommé Jacinto Canec. Et dans les années 1840, quand les Mayas sont révoltés au Yucatan, Canec, c'était leur cri de guerre. Et on trouve au Mexique aussi un turbulent dissident cubain, un anarchiste nommé Canec Sanchez Guevara, qui est le petit-fils de Che Guevara, d'ailleurs. Et on rejoint notre sujet de la semaine passée, un célèbre lutteur professionnel, masqué, selon la tradition mexicaine, El Canec, El Principio Maya, le prince Maya, qui a fait le tour du monde dans les années 80, en scoltant avec des célébrités comme Hulk Hogan et le géant ferré. C'était lui-même un colosse. Et ce que je trouve significatif, c'est que le fait que c'est un lutteur, la lutte, c'est vraiment la culture populaire. Les lutteurs, les amateurs de lutte ne sont pas reconnus pour un groupe particulièrement lettré, mais ils connaissent le nom Canec. On a utilisé ce nom-là. Donc, ça prouve qu'il fait vraiment partie de la culture populaire au Mexique. Il y a quand même une belle conclusion à ça, parce qu'on revoit une ressurgence de la culture maya. Et puis la question, lequel des deux villages a duré le plus longtemps, les Gaulois ou les Mayas? Ça serait à voir. Ça serait à voir. Alors, jusqu'à maintenant, les Mayas gagnent, parce qu'eux, en plus, leur langue est encore parlée. Alors, ça termine notre émission et cette nouvelle saison de Histoire à dormir debout. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et restez à l'écoute de TVCBS.